Bonsoir à tous et bon début de week-end avec nous. Voici les titres de ce samedi. Le prince Albert II est en Italie, à Ceva, qui vient d'entrer dans le réseau des sites historiques Grimaldi. Une nouvelle histoire que nous font découvrir nos correspondantes sur place. C'est une actualité qui fait du bruit jusque chez nous. La France vient d'interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Nous vous avons demandé ce que vous en pensiez et vous entendrez le point de vue de la secrétaire générale d'Action Innocence, Frédéric de Chambure, qui sera notre invité. La crise continue en basket. La Roca Team s'est inclinée 84-82 hier soir face à la Virtus Bologne. Le résumé de la rencontre à suivre. Il sera l'un des porte-drapeaux des Bleus aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Le skieur alpin français Clément Noël s'entraîne à Monaco avec ses collègues. Nous avons rendu visite à l'équipe. Et puis les amoureux d'art moderne et contemporain vont être ravis. L'Hôtel des Ventes aura des chefs-d'œuvre à revendre la semaine prochaine. Au menu du Vasarely, Léger ou encore Liquide Saint-Phal. Une nouvelle commune est entrée dans la grande famille des sites historiques Grimaldi de Monaco. Elle est italienne, il s'agit de Ceva, dans le Piémont, et c'est là qu'on retrouve notre correspondante. Bonsoir Sarah Nkari, vous êtes avec Camille Caloni, vous avez suivi le prince Albert II qui a donc officialisé cette nouvelle appartenance. Oui Théo, le souverain continue de marcher sur les traces de ses ancêtres. En ce début d'année, Ceva rejoint l'association italienne des sites historiques Grimaldi de Monaco. Vous allez le voir dans ce reportage, les liens sont anciens, voire très anciens. Ils remontent au XVIe siècle et c'est un mariage qui va sceller le destin des deux territoires. Drapeau italien et monégasque en main, les scolaires de Ceva ont accueilli avec ferveur le prince Albert II dans leur commune de 5700 habitants. Après un bain de foule, le souverain s'est rendu au Teatro San Marenco. Dans ce joyau historique du 19e siècle, la commune est officiellement entrée dans le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Oggi è una giornata di festa molto importante. La dimostrazione di questo era che a teatro poco fa c'erano tutte le rappresentanze della nostra città, ma non solo, di tutto il territorio. E quindi oggi suggelliamo questo patto con i siti storici Grimaldi, ma in realtà il legame con il Principato di Monaco si perde nei secoli di storia della nostra città e del Principato. Les liens entre les Grimaldi et la commune de Ceva remontent au XVIe siècle, comme nous l'explique l'adjoint au directeur des archives de la bibliothèque du Palais Princier. Les Grimaldi, c'est une grande famille puissante à Gênes et ils se sont ramifiés, c'est-à-dire qu'il y a eu des subdivisions de la famille qui se sont installées un peu partout dans le Piémont, en Ligurie, dans les Alpes-Maritimes, dans ce qu'on appelle actuellement les Alpes-Maritimes. Et Ceva, c'est un mariage en fait, en 1503, une fille du seigneur, donc Cestarine ou Césarine Grimaldi, les sources ne sont pas vraiment précises. C'est la sœur de Jean II, Lucien et Augustin Grimaldi qui ont tous les trois été seigneurs de Monaco à tour de rôle. Ils sont, après la mort de l'aîné, le cadet reprenait le flambeau si j'ose dire. Et donc Césarine, la sœur, a épousé un Carlo Charles Garesio qui était de la famille des marquis de Ceva. Le prince est venu ici pour honorer cette histoire, mais également pour célébrer le futur qui s'écrit entre Monaco et Ceva, et plus largement avec l'ensemble de la région piémontaise. C'est aussi pour envisager l'avenir ensemble, pour voir s'il y a des synergies à développer, s'il y a des actions à mener dans quelques domaines que ce soit. Et c'est pour ça que c'est intéressant et important de cultiver ces liens et de les faire entrer aussi dans une modernité. Bien sûr, en respectant le passé et en s'appuyant sur le passé, mais c'est pour envisager l'avenir aussi ensemble et un avenir plus durable et plus juste pour tout le monde. Ceva se souviendra de ce déplacement qui est en réalité le deuxième pour le prince Albert II dans la ville. Il avait participé après les inondations de 1994 à un match de football caritatif afin de soutenir les sinistrés. Une visite qui, comme celle d'aujourd'hui, rappelle que les liens entre Ceva et Monaco restent vivants et solides. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux enfants âgés de moins de 15 ans. Une information qui fait beaucoup parler chez nos voisins, mais qu'en est-il chez nous? Avant de poser la question à notre invitée, la secrétaire générale de l'association Action Innocence, nous sommes allés à votre rencontre. Écoutez ce que vous en pensez. Je pense que c'est un problème sociétal aujourd'hui et qu'effectivement il faut s'emparer de la problématique. Trouver des solutions, je pense, c'est important parce qu'il y a des impacts sur la jeunesse qui peuvent être irréversibles. Donc je pense que c'est en tout cas important que les autorités et que la société s'emparent de cette problématique. Donc je serais plutôt favorable. Il peut y avoir du harcèlement.
Il peut y avoir l'accès à certaines choses qui ne sont pas forcément bien, surtout à cet âge-là. Donc ouais, il y a du pour et du contre, c'est une question qui est compliquée. I totally agree that the social media for the kids before 15 should be banned because it's a wonderful time outside to go out, to speak. And what I've seen, the people couldn't leave the phone even for 5 minutes during having a lunch. And this is so upsetting because the beautiful outside and the people around, that's where we should pay attention. En fait, pour moi, les réseaux sociaux, ma mère, elle veut jamais. Et en fait, ça me pose pas tellement un problème parce que je préfère plus sortir avec mes potes, aller dehors avec eux, qu'à passer des heures sur mon téléphone. Et je trouve ça débile, les gens qui sont là, ouais maman, je suis sur Snap, laisse-moi et tout. Alors que franchement, si je devais choisir entre rester sur mon tel ou aller choisir aller avec mes potes dehors, par exemple là, on va à la patinoire. Du coup, on va s'amuser, ça va être incroyable. Voilà, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est parfois vrai. Et cette idée donc d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans intéresse-t-elle les acteurs monégasques de la protection de l'enfance et de l'éducation? Pour le savoir, nous sommes en duplex avec Frédéric de Chambure. Bonsoir à vous. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info, secrétaire général de l'association Action Innocence qui lutte contre les dangers d'Internet chez les enfants. On ne vous présente plus. À l'annonce de ce vote en France, quel a été votre sentiment? Depuis votre poste d'observation en principauté, avez-vous été soulagé? Écoutez, oui, j'ai été soulagée parce qu'effectivement c'est un signe positif, mais aussi j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que là je pense qu'on traite les symptômes, mais pas la cause. Pour qu'on comprenne bien ce qu'implique ce vote, pourriez-vous nous rappeler à quel danger s'exposent les enfants en général sur les réseaux sociaux? Écoutez, les dangers sont multiples. Tout d'abord, il y a une atteinte profonde à leur santé mentale, avec notamment tout un processus d'addiction aux réseaux sociaux, avec la mise en place des algorithmes de recommandation, où en vérité, on force nos enfants à rester le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux, et donc à bloquer leur cerveau sur des futilités, juste pour faire de la marchandisation, puisque le système même des GAFAM est basé là-dessus. Donc nous sommes juste un produit et nos enfants sont un produit. Donc ça c'est la première chose. Après nous avons des atteintes qui sont des atteintes neurologiques, notamment dans le développement de l'enfant, qui vont après lancer des troubles, qui sont des troubles liés à l'anxiété, à l'anorexie, etc. Nous avons aussi tout un problème, une problématique de cyberharcèlement. Nous avons aussi des troubles du sommeil, nous avons des troubles de la vue. Il faut savoir qu'il y a une épidémie de myopie chez les jeunes et qui est constatée au niveau mondial. Donc je pense qu'il y a énormément de problématiques liées aux réseaux sociaux dans leur ensemble. Voilà, beaucoup de problématiques, on va essayer de développer un petit peu ensemble. Est-ce que d'abord la limite de 15 ans, c'est suffisant comme âge légal pour utiliser les réseaux sociaux? Pourquoi pas la majorité, 18 ans révolus? Quelle différence selon vous? Je pense qu'ils n'ont pas osé aller vers 18 ans parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut voir quand même que maintenant un jeune de 15 ans, c'est un jeune de 18 ans d'il y a 10 ans ou même 7 ans. Alors après, on peut s'interroger sur l'âge. Effectivement, l'Australie a pris 16 ans, la France prend 15 ans, parce qu'on peut estimer qu'à partir de ce moment-là, l'enfant sera peut-être plus en mesure de se rendre compte de l'addiction éventuellement et de pouvoir contrecarrer cette addiction. Alors les enfants, pourquoi on s'attache aux enfants? Parce qu'en vérité, ça va attaquer leur développement, ça va attaquer leurs relations sociales, ça va attaquer même, si vous voulez, tout ce qui est empathie, tout ce qui est prise de conscience de la réalité. Bon, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Donc il y a toute une manipulation mentale qui peut être mise en place. Alors on peut estimer qu'un adulte est suffisamment construit sur le plan intellectuel pour pouvoir faire la part des choses, alors qu'un enfant, non. Comment voyez-vous la régulation à Monaco? Selon Action Innocence, est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin de ce fait, être plus strict, plus restrictif sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux? Écoutez, moi j'ai une vision qui est celle de Action Innocence maintenant depuis 20 ans, parce que ça fait maintenant 20 ans qu'on demande que la cause soit traitée. Et la cause, qu'est-ce que c'est? C'est l'algorithme de recommandation. Les réseaux sociaux testent sur nous, et nos enfants donc, tout un système informatique pour nous retenir le plus de temps possible et nous formater.
Et ça, c'est comme si nous étions en vérité des rats de laboratoire. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on régule justement tout ce système algorithmique et que les réseaux sociaux nous prouvent l'innocuité de ce système. Vous voulez mettre sur le marché un jouet, un médicament, vous avez toute une batterie de tests et les laboratoires et les fabricants doivent prouver que tout ça est sans danger. Eh bien les GAFAM, non. Ils font ce qu'ils veulent et en plus, en ce moment, ils sont en train de tester sur nous des systèmes pour nous retenir le plus possible. Sauf à nous prouver que ceux-ci sont sans danger. Ça ne va pas être évident pour eux. Et aussi qu'on s'interroge sur tout ce qui va être utilisation de l'intelligence artificielle générative, qui de plus en plus se retrouve dans les réseaux sociaux actuellement. Ça relève du droit international, mais est-ce qu'il est possible déjà d'agir au niveau local, chez nous à Monaco ? Oui, moi je pense qu'il est possible d'agir au niveau local. Mais si vous voulez, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se dise, ben voilà, on a interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et voilà, on a réglé le problème. Et donc je pense qu'il faudrait que Monaco soit précurseur et qu'on pousse cela, même si j'ai conscience que les GAFAM pèsent financièrement plus lourd que bien des États. Et qu'en est-il justement de la responsabilité des parents dans tout ça ? Est-ce que l'intervention du législateur vient pallier un manquement d'éducation sur l'usage des réseaux sociaux, à votre avis, ou bien le problème est ailleurs ? Non, je pense qu'effectivement, il y a sûrement des parents qui baissent les bras. J'ose espérer qu'ils ont tous conscience des risques, mais pas forcément. Aujourd'hui, je vois encore des parents qui donnent leur identité pour que les enfants puissent s'inscrire sur les réseaux sociaux, sachant qu'ils sont déjà, de par leurs règlements généraux, les uns et les autres, interdits aux moins de 13 ans, d'une manière générale. Moi, je dirais, entamez une conversation avec vos enfants, rebondissez sur le sujet, expliquez-leur les dangers et surtout, offrez-leur des alternatives aux réseaux sociaux. Merci à vous, Frédéric de Chambure, secrétaire général d'Action merci. Innocence, d'avoir été en duplex avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous livrer votre point de vue. Merci. Nous en parlions en début de semaine en marge de la 17e Biennale monégasque de cancérologie qui s'est terminée hier au Grimaldi Forum. La Fondation Flavien a organisé une conférence pour présenter les premiers résultats d'un essai clinique pédiatrique. Un traitement innovant testé chez de jeunes patients et qui laisse entrevoir un bel espoir. Voyez le reportage de Christinda Petit-Homel et Alexandra Paolini. Les résultats préliminaires de l'essai clinique Mepandax viennent d'être rendus publics hier au Grimaldi Forum à l'occasion de la Biennale de cancérologie. Menée sur des enfants atteints d'un cancer du cervelet, ce travail de recherche a été financé par la Fondation Flavien. 14 jeunes patients âgés en moyenne de 14 ans ont été inclus dans cet essai et semblent pour l'instant plutôt bien tolérer le traitement. Une première étape qui se veut prometteuse dans la lutte contre cette maladie. On est dans la toute première étape de l'essai où on essaie d'établir à quelle dose les 2 médicaments qui sont utilisés peuvent être donnés aux enfants de façon sûre, sans trop de toxicité, et puis de commencer à voir s'il y a de l'efficacité. Donc on en est pour le moment au 2e palier de dose sur 3, et à ce palier-là, on a une toxicité qui est tout à fait acceptable et compatible avec un quotidien pas normal, mais pas loin. Et puis on a des maladies qui sont stabilisées chez certains patients et quelques réponses. Donc tout ça doit être vérifié, doit être confirmé, mais les premiers signaux donnent un peu d'espoir. Ouais. Alors les enfants sont des enfants qui avaient 2 types de tumeurs, ou un méduloblastome ou un épendymome, ce sont des tumeurs cérébrales, qui avaient échappé au traitement de première, de deuxième, de troisième ligne qui sont démontrés comme efficaces. Donc globalement des enfants qui avaient déjà reçu beaucoup de traitements. À l'origine de ce traitement, une molécule découverte par le Centre scientifique de Monaco, initialement développée pour traiter le cancer du rein chez l'adulte. Les chercheurs ont rapidement constaté que cette molécule pouvait également agir contre le cancer du cervelet chez l'enfant. Cette adaptation ouvre donc la voie à un espoir concret pour ces jeunes patients. Ce qui ont été les deux éléments vraiment très importants pour avancer dans ce projet, c'est premièrement le fait qu'on a pu démontrer que cette molécule est capable de pénétrer dans le cerveau, puisqu'on veut traiter des tumeurs cérébrales, et en fait le cerveau est protégé de ce qui circule dans le sang par quelque chose qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et puis l'autre aspect fondamental
particulièrement en cancérologie pédiatrique, c'est qu'on a pu démontrer aussi au laboratoire que cette molécule présentait un profil de toxicité très favorable, c'est-à-dire qu'elle allait très peu impacter des cellules normales, y compris des cellules normales d'enfants très jeunes, enfin de modèles qui ressemblent à des enfants très jeunes. Et ça, c'était fondamental pour pouvoir progresser dans ce projet. Si ces résultats restent encore préliminaires, ils marquent ainsi une étape importante dans la recherche contre le cancer pédiatrique. Grâce à ce type d'innovation, la médecine avance pas à pas vers des traitements plus ciblés et mieux tolérés, offrant ainsi un nouvel espoir aux familles et aux enfants touchés par la maladie. En basket, la Rocca Team recevait Bologne hier dans le cadre de la 25e journée d'Euroleague. Les Monégasques se sont inclinés 84-82 au terme d'une rencontre sous tension où tout s'est joué dans les dernières secondes. Écoutez les quelques éléments de résumé de Gaëtan Lebrun sur les images de Jean-Alexandre Dordet. Les Monégasques avaient pourtant bien débuté la rencontre en prenant jusqu'à 10 points d'avance avant la mi-temps. Mais à chaque fois, l'adresse des Italiens, notamment à 3 points, leur a permis de recoller au score. Malgré un Mike James plutôt inspiré offensivement, avec 17 points et 9 passes décisives, la Rocca Team a coulé dans le dernier quart-temps et s'est retrouvée menée de 8 points à 4 minutes de la fin. Mais portés par l'adresse à 3 points de Mike James et Eli Okobo, les Monégasques sont repassés devant à 30 secondes de la fin, avant d'être crucifiés par un tir de Luca Vildoza dans les toutes dernières secondes. Troisième défaite de rang en Euroleague pour la Rocca Team, qui essaiera de reprendre des couleurs demain face au Portel en Betclic Elite. Toujours en sport, à une semaine de l'ouverture des Jeux d'hiver de Milan-Cortina, changement de décor pour plusieurs membres de l'équipe de France de ski alpin, dont Clément Noël, qui sera l'un des 2 porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture. Pour peaufiner leur préparation, les joueurs ont fait escale ici, à Monaco, hier. Gaëtan Lebrun et Julien Logier leur ont rendu visite, regardez. Ils sont 5 slalomeurs et géantistes de l'équipe de France technique de ski alpin en stage de préparation loin de la neige. Clément Noël, Léo Angnot, Paco Rossa, Steven Amiez et Alban Elesi Canaferina ont posé leurs valises quelques jours en principauté. Entourés de leur staff technique et médical, les Bleus ont mis les skis de côté pour se concentrer sur le physique et le mental. Là, on fait 3 jours de préparation physique et de ressourcement justement à Monaco pour changer un peu d'air, changer de la montagne et de la neige. Et ensuite, on va rentrer dans la préparation vraiment ski et se préparer au mieux pour les Jeux sur notre discipline. Et c'est des entraînements classiques au final, mais on essaye justement de régler les petits détails qui n'ont pas marché sur d'autres courses ou alors de garder justement cette confiance pour ceux qui ont fait des bons résultats et de se préparer de façon à être au top de sa forme aussi le jour J. Et voilà. Au programme, cardio, récupération, moment de cohésion et bien sûr renforcement musculaire, un exercice essentiel pour préparer une telle compétition. On ne s'en rend pas compte, mais quand ils sont sur les skis, ils ont 3 à 4 fois leur poids de corps sur chaque virage, chaque courbe. Et du coup, s'ils ne sont pas capables de résister à des grosses charges, ils ne vont pas être capables sur leur ski de résister aux contraintes que peut avoir une pente, le dénivelé et la neige. Donc ça a une part vraiment importante d'un sportif skieur, la musculation. Donc c'est très important, et comme tout cet aspect gainage qui est très important pour pouvoir tenir des manches, les enchaîner, comme toute cette partie aérobie qu'on peut un peu développer ici qui va être importante pour pouvoir enchaîner tous les week-ends des compétitions. Et donc ouais, voilà. Dernier ajustement avant le départ pour Milan-Cortina, où l'équipe de France abordera les Jeux Olympiques avec l'ambition de rafler un maximum de médailles. Prenons la direction des États-Unis à présent. 2026 s'annonce particulièrement chargé pour la représentation permanente de Monaco aux Nations Unies à New York. Entre les réformes en cours et les multiples travaux comme ceux sur le droit des femmes ou l'entrée en vigueur du traité international sur la haute mer, les diplomates monégasques auront du fil à retordre cette année. Mais comme habituellement, ce sont surtout autant d'occasions de faire entendre la voix de Monaco à l'international. C'est la chronique ES de notre correspondant Bastien Bory. À 80 ans, les Nations Unies sont en crise de liquidité. Il manque à l'institution 1,5 milliard d'euros de cotisations impayées de la part de certains États membres, soit la moitié du budget annuel de l'ONU que son secrétaire général, Antonio Guterres, veut ainsi réorganiser. C'est l'objet de la réforme en cours ONU 80 à laquelle Monaco contribue. On revoit les mandats. On va essayer d'être plus efficace, et ça c'est le rôle des États membres de mettre eux-mêmes un frein à leurs demandes de rapport au secrétariat qui sont parfois trop fréquents.
et ensuite de revoir l'architecture du système même. Un système fait d'une multitude d'organes dont le Programme des Nations Unies pour le développement, dit PNUD, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet et le Fonds des Nations Unies pour la population. En 2026, la Principauté entame un mandat d'1 an au sein du Conseil exécutif conjoint de ces 3 agences et travaille à leur fusion. J'ai eu une réunion tout à l'heure d'ailleurs avec le nouvel administrateur du PNUD pour voir comment mieux utiliser les ressources qui diminuent sans arrêt. Là aussi, la baisse drastique des contributions volontaires à ces organes fait que nous n'avons plus le choix. Il faut réduire les personnels, revoir les mandats, rendre en efficacité et fusionner. De son côté, la Commission des Nations Unies pour le développement social devrait rester autonome. En son sein, les États coordonnent leurs politiques sociales et notamment sportives pour favoriser l'emploi et la protection des plus vulnérables. En novembre dernier, l'adoption de la déclaration de Doha offrait un cadre pour renforcer les actions multilatérales. Notre priorité au sein de la Commission sera de renforcer le rôle du sport comme outil concret d'inclusion et d'autonomisation, surtout des jeunes et des femmes, comme nous l'avons fait reconnaître dans la déclaration de Doha. Le sport fait partie intégrante de notre diplomatie, notamment comme outil de transmission de valeurs, comme le respect, l'inclusion, le dialogue interculturel et la solidarité. Après 20 ans de négociations, la protection de la biodiversité marine dans les eaux internationales fait aussi figure de priorité en 2026. Le traité international sur la haute mer vient justement d'entrer en vigueur et propose une base juridique nouvelle pour traduire les engagements en actes. La mission permanente défend au quotidien, au siège des Nations Unies, la promotion de la science en haute mer, dans les écosystèmes situés au-delà des juridictions nationales. Nous sommes donc à ce titre engagés activement dans toutes les négociations qui vont toucher à la protection des écosystèmes au sein des Nations Unies et de différents processus. Reste encore à définir un siège et un budget pour le secrétariat de ce traité sur la haute mer, discussion auquel Monaco participe, là encore, pour faire de l'ONU une instance simplifiée et plus efficace. De nouveaux trésors à découvrir en Principauté. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, situé sur le quai Albert Ier, proposera la semaine prochaine de l'art moderne et contemporain. Et à l'affiche, des pièces exceptionnelles et bien connues. Alexandra Pani et Camille Caloni vous en font découvrir quelques-unes en avant-première. L'on se croirait dans un musée, autour de nous des œuvres de Fernand Léger, Edgar Degas, Victor Vasarely ou encore Niki de Saint-Phal, pour n'en citer que quelques-uns. En ce début d'année, l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo met à l'honneur des figures internationales de l'art du XXe et XXIe siècle dans cette vente exceptionnelle. Comme vous l'avez remarqué, il y a ce grand et très beau tableau de Fernand Léger de 1932. Bon, ça nous ramène aussi à la région, puisque Fernand Léger a son musée à Biot. Et c'est une pièce qui vient d'une collection monégasque. Donc on est très heureux qu'elle puisse rester à Monaco, peut-être, on verra. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup aussi de sculptures, de pièces qui sont, j'allais dire, aussi emblématiques de la région, comme César, Armand, bon, qui sont des figures de l'école de Nice, ainsi que Fary, dont on parle moins ces temps-ci, mais on a une table tout à fait unique de Fary. On a plusieurs pièces uniques d'ailleurs dans cette vente. On a cette table unique de Fary, on a aussi des 2 bronzes de Follon. À découvrir donc une importante sélection d'artistes reconnus dans la région, mais aussi cette pièce de Brancusi, un portrait abstrait de James Joyce, qui suscitera des convoitises de par son histoire. C'est un dessin qui vient d'une collection assez emblématique. Le collectionneur s'appelait Noran Manoukian. Et il y a eu une vente en 1993 chez mon confrère Bois Girard à Paris. Et il y avait là tout un ensemble de pièces du début du siècle. Enfin, c'était un amateur surtout de l'art déco, de l'art nouveau. Et il avait des choses très très importantes. Et la famille avait gardé quelques pièces. Et ce dessin était pisté depuis des années par les amateurs. L'essentiel des dessins est conservé au musée Pompidou à Paris. Voilà. Et donc ce dessin va compléter la série. C'est un portrait de James Joyce. Il est pour l'heure estimé entre 15 000 et 20 000 euros, mais peut réserver de belles surprises lors de la vente. La centaine de lots sera visible dans les locaux de l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, situé sur le quai Antoine Ier, jusqu'au jour de la vente, le mercredi 4 février à 14h30.
Et c'est sur ces trésors que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vous retrouverez Marie Bonnet-Blanc pour vos prévisions météo de demain. Je vous laisse sur les images qui nous parviennent du centre de performance où les U18 de l'AS Monaco affrontaient cet après-midi l'OGC Nice dans le derby des 16e de finale de la Coupe Gambardella. Rencontre malheureusement perdue d'1 point. Les photos sont signées Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le ciel devrait se dégager pour laisser place à quelques éclaircies. Côté température, il fera 7 degrés dans la matinée, puis dans l'après-midi, le thermomètre affichera jusqu'à 12 degrés. Ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Aubins. Et puis ce sera la journée mondiale des compliments demain, donc c'est le moment de complimenter l'entièreté de votre entourage.